Ok, nous sommes en streaming. Attendez, pour ça, je vais rajouter ma tête pour plus de contact avec le monde. Alors, périque de capture audio. Oui, vidéo, oui, c'est bien, Louis. Ok, oula, ma grosse tête de démon. On va mettre là, et on va mettre ma tête en bas cette fois, c'est mieux. Voilà, comme c'est. De toute façon, puisque les choses que je vais vous montrer vont être principalement en haut. Du coup, voilà. Bon matin à tout le monde qui est sur le live. Je vais éviter de parler non plus un peu trop fort, hein, puisqu'il y a des jeunes qui dorment à 9h du matin. Vous vous rendez compte? Ok. Alors, deux petites dernières préparations. De toute façon, là, je suis en avance. 5 minutes. Et si ça, c'est pas pro quand même. C'est fou, à chaque fois, genre, mon téléphone, il est tout le temps genre à 80%, 70 minimum. Parce que en fait, je suis pratiquement jamais sur mon téléphone de la journée. Je suis tout sur mon ordi. Bah, un peu, mais... Et là, quand du coup je suis en live et que du coup je mets Twitch à côté pour voir s'il y a des trucs, je suis à 20%. Et ça fait chier. Oui, forcément, je l'ai pas fait charger depuis 2 jours. Forcément que... Donc bon. Alors... Oh. Il y aura peut-être pas grand monde. Ce matin, en tout cas, il y a la rediffusion toujours. Qui sort aussi sur YouTube, du coup. Alors. Kings Bandit. Alors. Comme ça. Je vais mettre ça comme as. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Des pâtes, forcément. Allez. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Ok. Je crois. Moi, je suis sûr de pas laguer quand je fais des lives comme ça. Enfin, pratiquement tous les lives que j'essaye de faire en sorte que ça ne lag pas. C'est un peu plus compliqué à... Attendez. Excuse-moi, je fais un setup de la mort qui tue. Je vais essayer de foutre ça comme ça pour éviter que mon stylo tombe. Ok. Voilà, vous avez mon écran OBS. Rien de très intéressant. Ce qu'on va voir d'intéressant, c'est ce qu'il y a là dans ces petits dossiers dessins. Alors oui, avant toute chose, je m'excuse pour hier soir, du coup, pour dimanche soir. J'ai pas fait mon live RPG Maker car en fait, bah, j'ai eu un changement d'emploi du temps, on va dire. Du coup, j'ai pas pu faire mon live. Et en fait, au moment en fait, où je me suis rendu compte, enfin, au moment où en gros, enfin, ben, vu que j'étais en décalé, du coup, bah, j'ai pas fait mon live. Et donc, je le ferai, parce que j'avais plus le temps, quoi, de faire le live. Mais en gros, ce que je ferai, c'est que du coup, je vais le faire dans la semaine. Je pense, je vais le refaire dans la semaine, du coup. Et pour me faire pardonner, excusez-moi, je vais en faire un assez long. J'essaie de faire en sorte qu'on fasse pas mal de trucs. Parce que du coup, je comptais du coup hier faire la salle qui descend en haut, pour ceux qui se souviennent. Du coup, on a la première salle où spawn notre bonhomme. On a le grand couloir qui part du coup de plein de directions, qui rejoint eux-mêmes avec des ailes qui après rejoignent le bas du couloir. Et donc là, techniquement, on aurait dû faire hier la salle juste en bas. Et du coup, on va faire ça. Et en plus, on va faire la première salle d'en haut. Voilà. Moi, comme ça, voilà. Ah, je sais, je suis trop bon, on me le dit souvent. C'est pas vrai. Mais du coup, c'est l'idée, voilà. Je pense que c'est possible que je le fasse demain, ou que je le fasse façon avant jeudi, forcément. Parce qu'après jeudi, on a un live dans tous les cas jeudi, pour sûr.
Et puis après, voilà, souvent j'évite de live le samedi, sauf si du coup c'est des petits lives un peu du... Enfin, ça dépend. Comme je vous dis, il y a des choses qui peuvent encore changer dans le programme et qui vont changer. Du coup, ouais. euh, Sûrement demain ou mercredi, du coup, le live Streaking Doom a une grosse session qui nous attend. Et j'ai hâte, parce que bah, du coup, ça m'a fait chier de pas pouvoir live hier. Mais là, en tout cas, bon, déjà peut-être que ce sera un plus. Si je le fais mercredi après-midi, je me dis peut-être qu'il y aura un peu plus de gens, donc ce sera peut-être un peu plus accessible. Après, c'est quelque chose d'assez chill. RPG Maker, enfin, je veux dire, il y a là où littéralement, juste on discute, je vous parle de ce que je fais, de ce que j'entreprends, et juste vous regardez, donc vous proposez, même si vous interagissez. Donc c'est plutôt tranquille. Donc s'il y a des gens qui reviennent de vos cours, et ben ouais, vous pouvez comme ça vous poser devant le live. Il y aura forcément la rediffusion sur YouTube aussi et sur bah, la chaîne Twitch pendant une semaine. Parce que du coup les rediffusions partent au bout d'une semaine, c'est pour ça que le premier live, la première rediffusion du coup du premier épisode sur la création du jeu, elle est sur YouTube. Elle est sur YouTube maintenant depuis 3-4 jours. J'ai vu qu'il y avait un peu de gens, il y avait des gens qui avaient un peu regardé les vidéos et tout, donc je suis content, c'est-à-dire que c'est cool, que ça transite bien. Et puis voilà. Tic, 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 tic. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé en 5 minutes. C'est beaucoup, c'est terrible un peu, c'est terrifiant. Euh, Alors normalement, j'ai vraiment une webcam de merde. Normalement, je suis censé avoir de la lumière. Donc c'est pas, c'est peut-être, vous avez peut-être pas la meilleure lumière du. Ouais non, mais attends, mais là je suis. Pourquoi je suis en noir et blanc hein. Attendez. Il faut faire ça pour faire de la lumière. Bon, de toute façon, là, tant que vous voyez mon gros front, tout va bien. Donc voilà. Voilà pour ce qui est pour hier soir. Voilà pour ce qui va être pour mercredi, je pense, du coup. Et écoutez, bah, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Dans le programme, du coup, je pense que du coup, on va vite fait, puisque je parlais du programme, après, on vient à ce putain de lore, au moins comme ça laisse le temps si des gens viennent, qui s'installent tranquillement. Si vous regardez la rediffusion, c'est pas grave. Installez-vous, prenez le temps de vous faire votre petit cappuccino vanille, viennois, et c'est y part. Ouais, et donc par rapport au programme, je pense que je vais rajouter voire du coup max 3 live comme ça. Je pense que je vais en rajouter au moins 2 pour sûr, max 3, parce qu'après bon, après ça fait un peu beaucoup. Et une fois ceci fait, après je verrai. Je pense que je vais, pour l'instant les live Minecraft et RLCraft c'est pas vachement, c'est pas vachement défini. Et je vais en définir du coup des jours et des heures. Et à part ça, bah, pour l'instant c'est tout. Mais en tout cas voilà, vous avez ça pour sûreté. Voilà. Et je verrai. Peut-être des choses qui bougeront, mais normalement, je pense pas bouger ce que j'ai déjà mis en termes d'horaire, en termes de jours. Je vais rajouter des choses pour sûr. Dans tous les cas, mon programme sera mis à jour au moment où ce sera le cas. Donc voilà, j'essaye à chaque fois du coup quand même de genre bien transmettre les informations de Twitch à YouTube, de YouTube, Twitch à Instagram, tout ça. Au moins que ce soit clair, qu'il y ait un repère pour tout le monde. Désolé. Du coup, oui, aujourd'hui, ce matin, putain, j'essaye de remettre la couleur, putain, je casse tout. Deuxième live sur le lore. Et vous voyez, qu'est-ce que je disais, mon téléphone. Deuxième live sur le lore de Striking Dawn. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit la dernière fois, ça va porter sur les personnages de la trame principale. Et je vais vite fait vous refaire un récapitulatif, on va dire, du passif de la trame principale, du tome 1 en tout cas surtout, enfin même de l'histoire un peu de la BD, voilà. Et après là on va surtout un peu plus développer sur les personnages. Vous en apprendrez bien sûr plus dans les écrits ou la BD, mais là vraiment c'est pour vous faire vous les présenter vite fait. Enfin vite fait, un peu quand même. Et après je vous parlerai du système de magie. Il va bientôt avoir
une publication sur Striking Dome, mon compte Insta, où en gros, comme j'avais fait pour un peu montrer le style d'armure et des armes de Striking Dome, là ça va être avec la magie, du coup je vais vraiment, peut-être qu'il va prendre beaucoup plus de, voilà. Et là, je vais faire aussi des grosses fiches perso de tous les personnages, en commençant du coup logiquement par les personnages principaux du tome 1, et après il y aura aussi du coup les personnages plus du lore qu'on va pas forcément voir ou pas forcément voir tout de suite, et petit à petit voilà. Mais du coup ce serait vraiment histoire de faire vraiment assez, genre vraiment imaginer une feuille A4, et genre la moitié c'est le personnage, et l'autre moitié c'est que des aptitudes, des compétences du lore. Enfin vraiment j'en fiche JDR, puisque en fait de base la façon dont j'ai créé mes personnages en fait c'est des fiches de JDR que des gens m'ont fait, et du coup moi je les ai transplantées là-dedans avec ces choses-là. Alors je sais qu'on s'en fout, mais c'est quand même vachement bizarre que vous me voyez en noir et blanc. Attendez. C'est trop bizarre. C'est bizarre. Je vais mettre la lumière comme elle était avant. Peut-être c'est un peu mieux là. Ok. Et donc, j'ai un peu, du coup, j'ai fait quelques brouillons des 6 personnages principaux du tome 1 de la trame narrative. Alors, ce que je vais vous montrer n'est pas représentatif du contenu du dessin de la BD, et n'est pas non plus représentatif de l'exactitude des personnages en eux-mêmes. C'est des brouillons, c'est des croquis que j'ai pas fait à la va-vite, que j'ai fait comme ça, une main comme ça, comme ça. C'est pas que j'y ai pas porté aucune attention, loin de là, mais c'est juste pour prévenir que les dessins sont pas parfaits, que c'est pas ce qu'il y aura dans la BD, c'est pas ce qu'il y aura dans les... Voilà. Là, c'était un peu vraiment... on peut vous montrer, avoir un petit support visuel. Pareil, l'écriture, j'ai écrit avec mon stylet. De base, j'ai une écriture épouvantable, donc imaginez bien que sur un stylet graphique, c'est terrible. Mais de toute façon, je vais vous lire tout ce que je vais vous montrer, donc, et je vais apporter des choses qui sont pas sur sur le, le dessin. Donc voilà. Donc pas de panique. Si vous comprenez pas des trucs que vous voyez, c'est normal aussi. Voilà, mais j'ai quand même cliqué un peu. Du coup, vite fait pour reprendre ce qu'on avait dit la dernière fois, donc le lore de Striking Dome, vous savez, il y a du coup... je vais pas refaire tout vous raconter, mais en gros, vous êtes au courant, donc la malédiction par rapport du coup à l'ancien tyran Mathias, la succession de Pètre, l'alliance, que le fait que Striking Dome en lui-même, en fait, est l'alliance des 3 royaumes, mais que Striking Dome en lui-même, la Terre, est une Terre qui jadis a été composée de Striking Dome et Ordbeak, et que du coup les deux se sont liés très vite. Et justement, on va un peu parler, quand je parlais un peu des origines et tout, je vous avais déjà parlé un peu des, des, des outres, du coup, vraiment j'avais fait de la cartographie, donc on va pas refaire de la cartographie aujourd'hui, bien que du coup il y a encore des choses à dire. Mais là par contre, je vais vous parler un tout petit peu de Hordbeak, qu'on va venir sur les origines de certains personnages, parce que du coup j'en ai pas trop parlé avant, et parce que ça faisait partie de Striking Dome original. Et du coup, là, il y a des petites choses intéressantes, ne serait-ce que pour comprendre comment ça fonctionne dans ce royaume. Et pourquoi, en fait, maintenant, c'est dans ces terres-là, je veux dire. Et je parle de royaume, mais vous allez comprendre, en fait, que c'est pas ça. Et aussi, du coup, comprendre pourquoi, du coup, quand je parle de ça, pourquoi, genre, ce n'est plus une identité même, mais du coup, que c'est l'identité, du coup, de Striking Dome et Hordbeak. Donc, je vais vous présenter les petits bonhommes. Alors, on va se concentrer d'abord sur Yosla. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait des petits dessins là va-vite pour vous avoir un support visuel. Ici, nous avons Yosla. Alors, il faut savoir que c'est pas du tout comme ça qu'il se rend dans la BD. J'aurais préféré. Voilà, c'était surtout en fait pour vous montrer un peu l'accoutumance des petits bonhommes. Yoselin est donc un des personnages principaux dans les héros.
Il fait partie du groupe des 6 héros, comme tous ceux que je vais vous montrer. Yousselin, à l'origine, c'est un garde d'un petit village. C'est le village il vient du village de Frestfield. Et en gros, c'est un peu un glandeur dans l'histoire, quoi. Parce qu'en gros, Yousselin, il est devenu garde de village après avoir été un conscrit. Donc il a pu, après sa formation, devenir garde. Et en gros, bah, le truc, c'est que vraiment, Frestfield, bah, c'est genre, bah, comme beaucoup de petits villages de Stray Kingdom, bah, y a rien qui se passe. Genre, c'est vraiment, quoi, c'est comme un petit village de campagne, vous voyez, c'est pas aussi petit quand même, voilà, c'est genre des villages, imaginez, c'est quand même des villages. C'est les villages il y a 200 ans pour nous. C'est-à-dire, c'est quand même des villages où t'as une école dedans, t'as des commerces et tout, c'est pas genre le village où t'as la mairie et 4 maisons, tu vois. Mais bon, en attendant que il faut rien, et vu qu'en fait il touche quand même une solde qui lui permet de vivre, du coup en fait juste bah il touche sa solde, mais voilà quoi, c'est pas. Voilà, parce qu'en fait les gardes ça marche comme les soldats, c'est-à-dire ils touchent une solde en début de mois pour en gros pouvoir, s'il y a eu affrontement ou s'il y a eu quelconque action, pour qu'en fait le garde ou le soldat puisse réparer ses affaires, c'est les faire réparer, tout ça, et aussi vivre hein, aussi, mais du coup une part est comprise dans voilà. Ce qui marche aussi, c'était comme ça dans la vraie vie avant, hein, genre avant les guerriers, t'avais ton équipement de base, mais c'est toi qui devais réparer tes armes, enfin faire réparer tes armes, faire réparer tes armures. C'était pas voilà. Et du coup, euh, il glandait pas grand chose, mais ça reste un combattant. Du coup, Yoselin, donc j'ai mis type pour dire à peu près sa façon d'être, la façon de combat qu'il utilise, enfin sa façon, ce qu'il est en gros, c'est un combattant. Avant tout, c'est un combattant. Dans son rôle du coup d'avant, c'est un gardien. Donc en fait, ce rôle va plus servir en fait de personnalité à Yoselin. C'est un combattant, mais avant tout un gardien, un protecteur. Et donc dans l'histoire, comme les autres, ils ont aussi donc ce mandat, cette, cette lettre, du coup, pour cette mission. Et donc, à partir de là, il s'est bougé le cul. Mais voilà pour ce qui est un peu du passé de Yoselin, vous en apprendrez plus tard. Ses origines, il est d'origine camérienne. Il est né sur le sol strykien, mais strykien, on dit pas ça. C'est pas Striking de mien, mais c'est strykien. Et en gros, par contre, ses deux parents, eux, sont d'origine camérie. Et ça, c'est dû au fait que bah, la camérie, ça pue un peu la merde. Et justement, il y a un truc que je vous ai pas parlé la dernière fois, c'est que la camérie, je vous avais parlé, tu sais, vous savez, d'un petit creux. Le petit creux qui est sur le Teco. En fait, c'est de là où part essentiellement les bateaux, mais un peu en scred. Mais sinon, il y a un autre port à l'autre bout plus simple, plus direct vers le bas de la camérie. Et lui, en gros, c'est un peu un port, c'est vraiment un port de voyage, quoi. Mais après, c'est que ça marche pas partout pareil, en fait, et genre, les habitants de Caméry, déjà, il y a tout un truc où, en gros, de base, la mentalité des Caméry, en fait, est qu'ils sont très fiers de leur peuple, ils sont très fiers de leur histoire. Du coup, ce qui fait que c'est pas non plus très bien vu, socialement parlant, on va dire, de vouloir se barrer. C'est pas super, voilà. Et de toute façon, c'est tout un bordel pour vouloir se barrer, et la plupart du temps, en fait, t'es obligé d'avoir un motif, ou alors une obligation, quoi. Donc, voilà, donc c'est chaud, c'est un cas un peu, voilà. Souvent, les gens qui sont hors Caméry, c'est des gens qui sont passés, qui en gros quitté la Caméry de façon euh, illégale. Mais si on se souvient de ce que vous avez montré, vous savez, avec la Caméry, du coup là, si je refais, du coup, ça fait genre ça. Et vous savez que genre, du coup, bah là, c'est le port, on va dire, le plus simple, qui va directement vers Stray Kingdom, qui va directement vers Flostium. Mais, du coup, de l'autre côté,
ils peuvent pas passer par le bas. Ils peuvent pas passer par le bas, puisqu'en fait, genre, du coup, t'as toute une surveillance vers le bas, vu qu'il y a aussi le port. Puis ils seraient obligés de passer littéralement devant la légalité, quoi. Genre, enfin, devant. Qui seraient chopés, les contrebandiers et tout ça, les passeurs. Donc ils sont obligés de passer par le haut, ce qui prend beaucoup plus de temps, genre 3 fois plus de temps pratiquement. Et en plus c'est beaucoup plus dangereux, puisque du coup les eaux sont pas du tout sécurisées. C'est du côté des montagnes en plus. Donc t'as genre au bord, quand t'arrives vraiment au sommet, t'as rien en fait, ouais, c'est-à-dire qu'il y a des bateaux pirates, ils te cassent la gueule, ils s'en battent les couilles, donc personne ne sait que personne ne sait que t'es là. Donc ça pue, accessoirement. Et voilà, mais du coup, Yusla, ses parents sont passés, on va dire légalement, parce que c'était des aristocrates. C'était un peu. Alors, aristocrates, c'est vite dit, mais en gros, ils avaient des motifs, on va dire, de déplacement prestigieux, ce qui faisait qu'ils avaient le droit à tout ça. Donc, lui, ça n'a pas été fait dans l'illégalité. Mais en tout cas, lui, il a jamais vu un bout de la Camérie. Petit truc vite fait pour finir sur la Camérie. Vous savez, il y a du coup Mizit et Cameran qui sont du coup les îles où les premières tribus qui après ont colonisé la Camérie sont nées. Et en fait, aujourd'hui, c'est des îles. Soit c'est des. En fait, c'est des îles musées un peu mortes. Puisque, comme il y a toujours le premier problème qu'avant, c'est qu'on peut pas aller dessus. Il faut savoir qu'avant, ces îles, elles étaient tropicales. En tout cas, il y avait du bois et tout. Maintenant, elles sont désertes. Genre, elles ont la même gueule maintenant que la Camérie. Et en fait, elles servent d'entrepôt de stockage pour les navires. Ou de prison aussi. Il y a aussi du coup des petits fortins qui servent un peu de prison. Qui servent de prison. Parce que là, je vous avoue que la politique en Camérie, ils sont pas non plus vachement sympas. Souvent, pour des délits graves. Enfin, même pas des délits du coup très graves. Souvent, juste en fait, ils font l'exil. C'est-à-dire qu'en fait, pour resituer la Camérie, en fait, c'est que chaque ville est ultra fortifiée avec des très grosses murailles pour pas que les tempêtes de sable la pénètrent. Et du coup, les gens qui sont du coup répréhensibles par la loi sont foutus dehors. Mais du coup, ils sont destinés à se démerder eux-mêmes en fait. Et dans la plupart du temps, en fait, 70% du temps, si t'es pas préparé, tu meurs. Et vu qu'ils te jettent un peu comme as, voilà. Mais du coup, ça sert aussi un peu de fortin de prison. C'est un peu prison commune. Du coup, c'est surtout utilisé comme prison pour Stray Kingdom aussi. Parce que eux, ils ont pas, voilà. Et en plus, ça permet un peu de pas foutre des dangers publics sur ta propre terre. Donc c'est pas mal, mais bon. Voilà, vous avez un peu plus de renseignements pour ceci. Revenons sur Yoslin, du coup, origine camérienne, garde, combattant. Voilà pour ce qui est de lui. Pour l'instant, je vais pas en dire plus. Si je peux un peu vous décrire Yoslin, c'est plutôt du coup un combattant plutôt agile, qui se bat à l'épée ou au bouclier. C'est vraiment un peu il est très académique dans sa façon de se battre. Après, du coup, il a quand même une bonne, on va dire, il a de bonnes aptitudes de base, mais ça reste académique quand même et il n'est jamais trop sorti de ses sentiers battus. Ce qu'il a va poser tout le truc de un peu dans la BD. C'est un peu un combattant un peu rouillé qui va un peu devoir un peu reprendre du service. Passons sur Vic. Vic est un archer dont le métier avant était braconnier. Vic est strykien, donc c'est-à-dire qu'il il est né sur le sol strykien. Enfin, en tout cas, ses origines sont du coup strykiennes. Du coup, ses parents aussi sont d'origine strykienne. Il est braconnier, car tout simplement, c'est comme ça qu'il a toujours vécu sa façon de vivre.
juste du braconnage et tout, puisque le but de Vic a toujours été, dans sa façon de fonctionner, de faire du gain. Il a toujours été intéressé du coup et toujours eu des aptitudes dans l'art de la chasse et du coup du maniement de l'arc, ou en tout cas des armes à distance. Là, on le voit avec un arc sur l'illustration, mais il sait tout aussi manier l'arbalète et le javelot. Du coup, c'est un archer, braconnier, donc bon, c'est pas non plus, du coup, il a pas, son niveau de réputation est pas non plus giga ouf, mais voilà. Et pendant un moment de sa vie, Vic a beaucoup vécu dans la forêt de Strickingholm, la fameuse forêt en haut. Alors, bien qu'il y ait des monstres, il y a aussi d'autres gens. Il n'y a pas que des monstres dans cette forêt, donc il y avait déjà Vic, voilà, bonjour Vic. Mais il y a aussi d'autres personnages qu'on croisera, dont je vous parlerai un jour. Mais voilà, ça sert aussi un peu de recueil à des gens qui forcément veulent pas vivre dans des villages, des villes, ou qui juste mènent des modes de vie un peu hors, hors du commun ou juste illégaux, comme celui de braconnier. Alors c'est pas hardcore, hein, il a jamais fait de trucs hardcore, Vic. C'est pas un genre, bon, il est pas là quoi, il est pas méchant. Mais vous allez voir du coup dans le tome 1 que quand même il est pas passé loin d'avoir des ennuis. Ce con. Et du coup de nature, Vic est plutôt quelqu'un d'assez aimable, d'assez... Lui il est aussi porté du coup sur sur du coup bah quand même le braconnage, tout ça. Lui il a beaucoup moins par contre comparé à quand même le fait de se battre, tout ça. C'est pas un guerrier de base, mais il a quand même des bonnes aptitudes à se démerder, même verbalement parlant. Du coup, ça c'est Terminus. On va passer à Victu et Eric. Alors on va passer d'abord sur Victu. Victu de son vrai nom, Visoche Turmenkish. Du coup vous avez compris que Victu était une abréviation des deux mots, puisque Visoche Turmenkish c'est chiant à prononcer. C'est de l'hyper, et oui, ce cher petit Victu est d'origine hypérique. Hypérique, je resitue pour les gens qui n'ont pas vu l'autre VOD, enfin l'autre rediffusion, ou qui ne se souviennent pas, mais c'est la terre froide en bas sur la carte. Je vous rappelle que du coup à Hyper il y a tout un système de anciens Hyper, donc vachement traditionnel. L'Hyper on va dire actif, qui est donc les Hyper donc, qui sont encore liés à des traditions mais qui acceptent des choses, dont la magie. Et nous avons complètement les Hyper rebelles, qui du coup un peu qui eux sont full dans la magie, qui veulent exploiter le full potentiel de leur terre. Victu fait partie de la case du milieu. Il vient d'une famille plutôt aisée, proche du coup du royaume, ou en tout cas proche de contacts du royaume, puisque du coup Viziri n'est plus ce qu'il était à sa fondation. Pour rappel, Viziri, donc qui a la châtellerie, a aussi ouvert du coup il y a un certain temps, au moment où ça a commencé à se démocratiser, tout ça, une académie de magie au sein de la châtellerie. Et en fait, c'est quand même quelque chose d'assez précis pour vous rappeler. Il y a tout un délire comme à l'île Pelé-Lalé, où du coup, faut du coup d'abord passer par un truc, une sorte de douane, pour après aller au truc. Et ça, du coup, alors, du coup, bah, il y a des appartements pour les étudiants, mais littéralement, comme vous pouvez voir dans le rôle, Victu, avant du coup de se mener dans cette aventure, est littéralement un étudiant. Un étudiant qui du coup est un magicien alchimiste. Pourquoi alchimiste? Parce que bah, du coup il s'intéresse beaucoup à l'alchimie, aux plantes et surtout aux mélanges, et surtout tout ce qui est les mélanges, les fusions, et du coup à l'altération aussi en général. L'altération qui du coup, dans ma façon, qui du coup un type de magie qui en fait utilise plutôt, on va dire, les matières aussi, donc ça se mêle avec sa magie, le fait d'utiliser des matières premières ou d'autres matières pour les fusionner ou les utiliser ou les manipuler ou voilà.
c'est plutôt son type de magie, de la magie créatrice quand même. C'est plus dans ce type-là. Donc c'est de la magie créatrice élémentaire. Étudiant, donc vous pouvez le voir. Son habit, c'est juste un habit d'étudiant basique en magie. Son bâton, c'est un bâton rechargeable. Ça, on va en venir du coup après les personnages, quand on va parler de la magie. Et son chapeau n'est pas, comme on pourrait le penser, une simple casquette à hélice en fait. Un truc que j'ai pas encore trop parlé, mais dans cet univers, il y a un système de divinité, mais c'est pas un système de divinité c'est qui genre en mode tu pries ça et t'as tel pouvoir. En fait, ça sert surtout en fait de repères magiques en fait, puisque du coup les divinités sont affiliées à une certaine magie, à certaines conditions comme la santé, la guerre, l'éloquence, tout ça, et aussi du coup à des pics de magie dans certains domaines. Et en gros, ce sorte de cadran, c'est en fait un peu de boussole astrale, et en fait à chaque fois, ça va montrer en gros, les deux aiguilles en fait vont montrer quel dieu, quelle divinité en fait est en adéquation avec la saison. Vous voyez, donc il y a 4 dieux, en fait, c'est que dans le schéma des dieux, en fait, il y a 4 divinités qui elles-mêmes ont des sous-divinités, et du coup qui servent en fait de titre, et du coup bah il y a 4 saisons, voilà, je vous apprends rien je pense. Et du coup ça permet en gros de savoir quel type de magie ou quelle chose est adéquat avec la saison. Ce qui permet de pouvoir se préparer pour des missions ou même sur l'instant T. Et donc, enfin, bon, en termes de saison, normalement, voilà, t'as le temps, mais voilà. C'est littéralement une boussole astrale intégrée en chapeau. En tout cas, voilà pour ce qui en est de Victu. J'évite trop de. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'hésite à vous dire des trucs, mais je préfère un peu attendre pour que ce soit. Pour que quand même vous découvriez des choses de vous-même. Voilà pour ce qui est le topo de Victu. Et là, nous avons Eric. Eric est un elfe. Elfe, H-E-I-L-F. Ce n'est pas les elfes. Les elfes, ouais, Legolas. Non, c'est pas ça. L'appellation, bien sûr, vous avez trouvé, comprenez d'où je tiens l'origine, voilà. Mais du coup, les elfes sont du coup les habitants de Hordbeak. Du coup, tout le côté de Striking Dome, vachement montagneux et qui descend en pointe comme ça, c'est du coup Hordbeak. D'où viennent les elfes. Les elfes, en fait, leur particularité, c'est juste qu'ils sont très grands. Par exemple, Eric fait 2 mètres, voire un peu plus, 2 mètres 10, 2 mètres 20. C'est juste qu'ils sont très grands, et encore là, c'est une moyenne. Il y en a certains, ils peuvent aller dans les 2 mètres 30, 2 mètres 50 facilement, et c'est pas du tout des tailles exagérées. Un 2 mètres 40 chez eux, c'est comme un 1 mètre 80 chez nous. C'est pas. Enfin, c'est un 2 mètres 90, on va dire. Genre, Eric, pour nous, il est genre 1 mètre 80. Et voilà. Vous avez parlé que du coup, dans ce pays-là, est connu pour sa cavalerie, parce que du coup, ils ont longtemps été très poussés, militairement parlant, sur une cavalerie d'élite. Du coup, leur taille aide pas mal, surtout avec, donc ils ont aussi des montures du coup adaptées à leur taille, ce qui fait que c'était leur gros point fort. Et du coup, là, je vais vite fait, avant du coup de parler de Eric et de ses petits symboles, je vais du coup vous expliquer comment ça fonctionne et comment ça fonctionnait à Hordbeak. En fait, maintenant, vu que Striking Dome, et du coup, c'était avant sous le règne de Petre et même de Mathias, en fait, Striking Dome, du coup, l'empereur était aussi en fait dirigé du coup aussi Hordbeak. En fait, il y avait pas à se soucier de ça. Par contre, du coup, avant, en fait, il y a toujours eu des petits seigneurs à Hordbeak. Il y en a toujours eu des petits seigneurs, des petites familles royales en gros, qui se disputaient des terres ou des parts ou des choses comme ça. C'était un peu, vous voyez, un peu les guerres de seigneurie au Moyen-Âge, c'était ça. Sauf que du coup, il y en a pas non plus autant.
et souvent elle garde quand même pas mal de territoires. Par exemple, Hornbeak, à l'époque où c'était même avant du coup l'alliance avec Stray Kingdom, tout ça, il y avait au moins 6, on va dire, maisons réellement, 6 seigneuries qui du coup se partageaient ou se disputaient les terrains, les commerces, tout ça. Et maintenant, du coup, avec l'empereur qui du coup régit un peu sur tout, eh bien, ça marche plus comme ça. Mais par contre, du coup, il y a quand même des choses qui sont toujours régies par ces familles-là, car avant tout, ce sont des familles. Et du coup, ces familles, en gros, se partagent toujours plus autant des terres, mais en gros, quand même, genre des terres cultivables ou d'un point de vue économique ou de commerce et tout. Et du coup, l'armoirie que porte Eric est celle de sa famille. Et donc, on peut voir, en fait, son armoirie, c'est tout simplement le début d'un sabre. Des sabres, du coup, en rapport avec la cavalerie elfe mythique. Et ce qui sert de lame, en fait, c'est une grappe de raisin. Puisqu'en fait, du coup, la famille de Eric, en fait, a de très grandes terres viticoles. Ils ont d'énormes terres viticoles, c'est littéralement eux qui ont toutes les terres viticoles, qui se chargent de ça. Et du coup, c'est le blason tout simplement de leur famille, du coup il l'a sur son armure. Simplement. Une autre capacité physique des elfes, en fait, c'est qu'ils sont tous disproportionnés au niveau de leur visage. C'est-à-dire que par exemple, ils vont avoir par exemple un menton très proéminent, des fossettes très proéminentes, un nez très proéminent, une avancée du front très proéminent. Ils ont quelques détails physiques très proéminents, un peu comme du coup leur grandeur naturelle, mais ça s'affecte même du coup sur leur visage. Mais là du coup Eric on voit pas puisqu'il porte un casque. Du coup, pour revenir sur lui plus précisément, c'est un chevalier. Logique. Voilà, de toute façon c'est assez, voilà, c'est très quand même dans les seigneuries tout ça comme je vous expliquais, donc c'est un chevalier. Il peut du coup chevalier, du coup il sait du coup monter les montures, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, puisque les montures c'est pas non plus dans l'univers de Stray Kingdom, c'est pas non plus quelque chose de vachement courant. En fait, à part dans la Camérie et à part du coup chez les elfes, en fait y a pas, c'est pas tant commun que ça en fait d'avoir une monture. Après il y en a d'autres, mais c'est pas. Il existe des montures à Stray Kingdom, il existe des montures à Hyper, mais en fait c'est pas comme au niveau d'un cheval par exemple. Alors que chez les elfes ou à la Camérie c'est vraiment ça, et même c'est plus exagéré. Mais après eux c'est par utilité. Camérie c'était plus du coup pour vivre tout simplement. Et chez les elfes c'était plus pour avoir un impact de guerre un peu plus impressionnant. Attendez, je règle la lumière. Pouah. Terrible. Et donc, voilà. Encore une fois, pas plus. Voilà, au moins comme ça, je peux vous présenter des origines et vous donner, comme ça, je vais vous donner un peu plus de précision sur Hornbeak. Ça, c'est cool. Merde. Ah, ça me fume. Et du coup, passons au dernier. Joseph et Oryoto Matsuke. Joseph vient de Salva. Salva étant du coup près des petites côtes de Stray Kingdom, et une du coup des villages les plus militarisés, les plus engagés par rapport au passif que j'avais déjà expliqué dans la première diffusion, et qui du coup a un gros passif dans le passé. Je crois que c'est pas français ce que je viens de dire. Joseph du coup a des origines tout à fait strickienne, c'est tout à fait voilà, au niveau de la terre d'où il est né. Il est né à Salva, et jusqu'à ce que l'aventure commence, il était à Salva.
Ses parents, eux, sont pareil, originaires de Striking Dome. Et du coup, son rôle avant, Joseph, était un lutteur, un très très bon lutteur, le meilleur lutteur de Salva, enfin un des meilleurs, parce que c'est compliqué, puisque Salva, alors c'est un village, mais c'est quand même un bon gros village, quoi. C'est presque une ville à part entière, mais ça reste dans la catégorie des villages. Mais en gros, on va dire de son quartier, et encore voilà, enfin, parce que du coup, comme tout truc de combat, il y a des genres pas des stades, mais vous voyez, il y a des genres des arènes littéralement. Et en gros, on va dire que Salva, il y en a 3, à peu près, voilà. Après, c'est pas non plus, c'est pas le Colisée, hein, le truc, mais il y a quand même des arènes. On a au nombre de 3. Et il était du coup le champion de son arène. Voilà. Donc un des champions, un des meilleurs lutteurs de Salva. Et du coup, son but a toujours été bah, toujours être, de s'avancer, toujours d'être le meilleur. Parce que tout simplement, bah, de base, Joseph a plus de force et d'endurance qu'un humain normal, tout simplement. euh, dans ses gènes, comme ça pourrait arriver chez beaucoup de gens. Mais lui, il a décidé d'en faire sa conviction, et encore plus dans sa conviction. Là, vous le voyez en slibard, mais en réalité, les lutteurs ne sont pas forcément obligés d'être en slibard, parce que c'est le lutteur, parce que c'est sa façon de se battre. Mais dans l'arène, il n'est pas autorisé d'avoir des objets coupants, tranchants, qui peuvent tuer quelqu'un, parce que c'est pas le but. Là, c'est le but des arènes, en fait, c'est un peu du MMA, vous voyez, mais avec des fois, tu peux avoir un bâton, tu peux avoir un peu d'armure et tout. C'est un peu se tabasser à mort et tout. Mais c'est. Enfin, du coup, non, pas à mort, mais c'est quand même de se faire mal, de mettre un KO à la personne en face. Mais la façon dont Joseph se bat, il se bat pratiquement à Walp et il se bat à main nue. Donc c'est un lutteur, mais genre bien lutteur. Et en gros, lui, si on pouvait en gros lui donner vraiment des compétences atypiques, c'est le combat sans armes et le combat nu. C'est-à-dire que sa seule armure, c'est sa peau, et ses seules armes, c'est ses poings, il sait très bien s'en servir. C'est-à-dire qu'il a une résistance physique euh, déjà bah, en fait folle. Il a du coup donc bah, déjà il a des muscles très résistants, il a une peau beaucoup plus épaisse, il marque très mal les courbatures, les bleus, tout ça. Ce qui l'a beaucoup aidé bah, du coup à continuer à pouvoir supporter des combats et supporter encore de jour en jour. Et du coup c'est sa façon de se battre, mais ce qui fait aussi que du coup qu'il est assez impressionnant, ne serait-ce que pour la foule, mais aussi pour les ennemis qu'il combat. Parce que toi, t'imagines, t'es là, t'es en mode, ouais, j'ai mon bâton, bon, j'ai ma petite armure, tout ça, je vais me taper. Et tu vois un mec à poil te foncer dessus et te faire un RKO, bah forcément tu louches. Mais du coup, cet effet de surprise, tout ça, sa génétique de base très bonne, et le fait qu'il a un certain don pour cogner, et surtout de résistance à la douleur, c'est surtout ça. Imaginez, vous tapez un mec à poil, et juste il vous regarde dans les yeux, il fait ouais, et là d'un coup il te met une baffe et tu tombes par terre. Enfin, c'est perturbant. Même si c'est juste une baffe, bah, t'as envie de FF. Voilà. C'est c'est juste, c'est juste logique. Et donc, c'est un phénomène de foi. Mais voilà, du coup il en jouit pas mal. Mais ça reste un combattant, donc dans sa classe c'est comme Yoslin, c'est un combattant lutteur. Voilà. C'est son rôle. Et du coup, comme les autres, il va être convoqué pour cette mission. Et ça va y aller fort. Ah, au fait, truc qui n'a rien à voir, je vais réécrire, enfin on va réécrire euh, des passages écrits du coup du tome 1, textuellement parlant. Du coup ça fait que quand je sortirai le tome 1, il y aura le tome 1, donc la BD, et il y aura aussi la version textuelle. Et la version textuelle en fait, ce sera comme les mêmes écrits qu'il y a dans la BD, mais du coup avec des choses en plus et avec une narration supplémentaire. Il n'y a pas du coup dans... Des fois il y a des passages narrateurs dans la BD, mais là il y a beaucoup plus de narration faite par du coup le narrateur. Et du coup voilà, ça sortira en même temps, c'est beaucoup plus de texte, il y a du coup des choses, des choses qu'il n'y aura pas dans la BD, donc ça peut être vachement intéressant si du coup le lore vous intéresse vraiment et tout. Et du coup j'en ferai une lecture en live petit à petit. Du coup bah si vous êtes là vous pourrez avoir la lecture en live en même temps. Et même du coup il y aura toujours les VOD. Je sais pas si VOD ça se dit pour des rediffusions. Je sais pas. J'utilise du vocabulaire que je connais pas.
je suis nouveau. Hein. Et du coup, voilà. Du coup, ce sera cool. Ce sera un livre audio, mais voilà. Je pense que j'attendrai d'avoir un micro pour faire ça, pour que ce soit optimal, parce que je vous avoue que ça pue un peu le caca, là, ma voix dans l'ordinateur, j'ai pas de micro. Mais bon, en vrai, ça pourrait être pire. Mais voilà. En tout cas, de toute façon, dans un certain temps, comme je l'avais dit, je crois, mon dernier live, je vais investir beaucoup plus dans du matériel dans un certain temps. Pas trop longtemps non plus, mais voilà. Ou du coup, là, j'aurai pour sûr un bon micro, tout ça, et ce sera beaucoup mieux. Et aussi peut-être un jour un meilleur ordi, Inch'Allah. Normalement, ça non plus, ça va pas venir dans 4 ans, mais déjà, il y aura le son. Voilà. C'est déjà bien, déjà un bon son, c'est déjà voilà. Du coup, voilà pour ce qui en est de Joseph et enfin Hiryoto Matsuke. Il a des origines mi-strikiennes et mi-elfe. Du coup, il est né dans le village de Osmisi. Osmisi, je rappelle que c'est pile du coup la démarcation entre les montagnes et le bout de la forêt, pas très loin du lac Ilua. Et du coup, il y a Osmisi, et je rappelle que ce village, du coup, avait été créé justement, un peu fondé par, du coup, des elfes, et surtout par des Strikiens, pour, en gros, créer plus de liens, en fait. Puisque, bah, en fait, le village le plus près, avant, bah, c'était vraiment Salva, et Salva, bah, c'est pas non plus méga accueillant, quoi. Genre, t'as des gens qui se tapent sur la gueule tout le temps, et t'as les camps militaires, Bon, voilà, c'est comme si vous arriviez dans un pays et que vous deviez vivre les 4 premiers mois dans une base militaire. Bah, je sais pas, je pense qu'il y a des gens ça les ferait kiffer, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu space. Voilà. Et donc, Osmisi a été fait du coup vraiment pour que ce soit vraiment un village vachement convivial et que du coup les deux, vraiment le fait qu'il y ait autant de Strikiens que de elfes qui vivent dedans, et c'est le cas, c'est même toujours le cas à l'actualité de la bande dessinée, au début de la trame narrative, c'est toujours le cas. Ça a très bien fonctionné, tellement bien, que du coup, la maman d'Oryoto Matsuke, on va juste l'appeler Oryoto, du coup que la maman d'Oryoto soit strikienne, et le père par contre est un elfe. Et du coup son nom est purement elfe, il est même elfe ancien. Voilà. C'est vraiment genre c'est du vieux elfe, ça, genre vraiment à l'époque, c'est vraiment à l'époque des conquêtes de seigneurie, même avant, voilà. C'est du vieux elfe. Mais voilà, Oryoto Matsuke, le voici, le voilà. Du coup, il a vécu à Osmisi, comme je vous l'expliquais. Et il a suivi, du coup, lui, un entraînement. Il a trouvé, parce que alors, il y avait un camp, en gros, il y a pas mal de camps dans les montagnes au niveau du coup du haut, où en gros, c'est plutôt là où dans ces montagnes-là sont creusés en fait des commerces, mais plus souvent en fait des écoles un peu reclus pour apprendre différentes choses. Parce que bah, en fait depuis que en gros Ordbeak s'est vachement pacifié, c'est plus très bien vu en fait de manier des choses qui sont en rapport avec le combat ou la guerre en général. Et du coup c'est pour ça que c'est un peu reclus. Ça fait qu'en fait t'as toujours une grosse partie de la population, surtout chez les elfes du coup, où c'est vachement bien vu, ils sont vachement contents que ça existe, et une autre partie du coup qui trouve ça pas ouf. C'est un peu le débat, voilà, donc c'est pour ça que ça existe. C'est pas caché, genre les gens font leur pub, tu vois, sinon t'as personne qui vient. Enfin, voilà, c'est pas caché, mais c'est caché, on va dire, physiquement, quoi. Que ce soit pas non plus à la vue de tout le monde, voilà. Et du coup, c'est dans un de ces camps qu'il va aller, aller étudier et tout, dans la vocation en gros d'être un combattant à l'origine, puisque lui-même son père était du coup lui-même un descendant de combattants, de cavaliers, et c'est lui-même en fait, c'est lui-même son père en fait qui lui a, qui lui a parlé de ça, qui l'a un peu initié à faire du combat, à faire ces trucs-là, en lui disant des trucs un peu en mode bah hey, t'as des origines de guerrier, vas-y, fous pas tout en l'air, t'as de la chance d'être
d'avoir du sang et tout, machin bidule. T'as du sang, mec, tu te rends compte. Mais du coup, voilà. Et en fait, c'est assez marrant parce que de base, en fait, l'école où il est, c'est pas du tout. Alors là, vous voyez assassin, mais de base, en fait, c'est pas du tout dans des trucs d'assassinat. C'est plus en fait du maniement d'armes létales. Par exemple, c'est plus le maniement du bâton, de l'épée longue, de la lance, ce genre de choses. Beaucoup dans l'agilité. L'agilité, il va la garder. Il va vraiment bien la garder. Mais lui, ce qu'il va plutôt aimer, en fait, ça va être le contact discret. Ça va littéralement être un assassin, en fait. C'est vraiment l'art de l'assassinat, l'art de surprendre, d'attaquer vite, que le travail soit vite fait et, bien fait. Et un truc qui va le saouler, c'est que autant les premières années dans cette académie vont lui aider à ne serait-ce que pour son agilité, apprendre des choses, tout ça, autant en fait au bout d'un moment, ça va le saouler parce qu'en fait ça va être de la répétition et ça va presque être un peu de la danse en fait ce qu'il va faire. Tellement ça va être faire des jolis trucs avec la lance, le bâton, mais lui il s'en fout, lui ce qu'il veut c'est apprendre à cutter jugulaire en 2 secondes, il va repartir dans les wabs. Mais ça ils apprennent pas, tu vois. Donc ce qu'il lui a appris, ça lui va. Lui il s'entraîne après lui-même de son côté. Et en fait c'est le genre d'école en fait où c'est pas que tu peux pas en fait quitter ce genre d'académie, mais en fait c'est que t'as un peu quand même un contrat, quand même. Genre tu t'engages en fait à faire partie d'une école de combat. Et normalement une fois que t'as fini ta formation, tant que t'as pas fini normalement ta formation, t'es pas trop censé te barrer. Et même en fait c'est mal vu. C'est mal vu en fait. Et en gros, ce qu'il va faire tout simplement en fait c'est il va faire exprès d'être une merde. Vraiment, pour qu'en fait on lui fasse pratiquement faire rien, pour que lui du coup il puisse du coup lui s'entraîner en scred à faire ses trucs. Voilà, ou même dans la cour, il s'en fout, il fait ses trucs, les gens voient bien, les gens sont un peu en mode c'est un peu bizarre ce qu'il fait, mais ils prêtent pas attention. Trop, ils sont en mode ok, bah écoute, si tu veux niquer ton année, fais. mais, mais voilà. Et, et du coup, le truc marquant, ce qui va être, surtout ce qui va un peu l'aider à sortir de là, bah ça va être l'appel. Ça va être l'appel, du coup, cet appel à l'aventure, c'est cette mission, du coup, qui lui est donnée, qui va, du coup, le forcer à dégager. Euh, Techniquement, du coup, en fait, son dojo est obligé, en fait, de dire qu'ils l'ont viré, en fait. Donc ça fait un peu chier, du coup, pour l'honneur. Mais en vrai, lui, il s'en fout, parce qu'il sait que, voilà, hein, dans tous les cas, au moins, lui, ça l'arrange. Et même au niveau de sa famille et tout, de son père, bah, il sait que lui, il est plus content qu'autre chose, parce qu'il est en mode, oh putain, tu sers à quelque chose incroyable, tu vas te battre. Donc il est plutôt content et il s'en fout, ils s'en foutent. Donc, voilà pour ce qui est de Oryoto Matsuke, l'assassin. Voilà. Encore une fois, plus de détails seront donnés plus tard, pendant la lecture, pendant d'autres choses. De toute façon, je vais faire des pages beaucoup plus perso sur Instagram avec du lore, beaucoup plus de lore et tout. Donc je vous invite à scruter mon Instagram Streaking Dome. Vous allez, si vous êtes déjà abonné à mon compte Instakitin, normalement il va vous le proposer. Ou sinon je le mettrai dans ma bio de toute façon un moment. Et dans tous les cas, voilà, sinon c'est Streaking Dome. Je crois que même mon sous-nom du coup c'est les reliquaires de Streaking Dome. Il y a déjà quelques publications que je vous invite vraiment à aller voir si ça vous intéresse. Et puis voilà. Et puis voilà, et du coup il y aura vraiment du coup voilà déjà un peu plus d'informations que je vous en donne là sur le passif du personnage. Et de toute façon ça va arriver encore après et tout, mais du coup je vous dis pas tout sinon après ça. Voilà, j'essaie de, comme je vous ai dit, il y a vraiment des torrents d'informations et j'évite de tout vous balancer à la gueule et j'essaie de vraiment de me tenir à ce que je me suis dit que j'allais vous raconter et tout. Pour pas non plus que ça parte partout parce que je me connais, si je commence à raconter un truc ça va dévier sur quelque chose et tout. Et je sais que déjà j'ai tendance un peu à me splitter un peu partout donc si on peut limiter la casse, c'est pas mal. Et du coup voilà. Voilà pour ce qui est des personnages principaux. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que j'aurais pas trop bégayé, voilà. J'avoue que j'ai pas dormi cette nuit. Voilà. Donc bon, ça va, j'ai une bonne tête. C'est du café, vous avez vu ce que j'ai bu. En plus, c'est du 100% pur. Niveau d'intensité sur 5, 4. Ah, mais du coup, tout va bien.
Je suis vraiment en noir et blanc, c'est terrible. Pourquoi? La lumière? La lumière fut? C'est bizarre un peu quand même. Je dirais, je fais encore des trucs bizarres. Hein. Genre là, par exemple, la lumière, elle existe. Si je fais ça. Un peu bizarre hein, quand même. En fait, là, genre, on a l'impression que je suis dans le noir complet qui fait nuit dehors. Il fait soleil, hein. Je vous jure. Je vous jure qu'il fait soleil dehors, hein. J'ai pas menti, je suis pas dans une cave. Il y a... Vraiment, hein. Faut me croire. Du coup, maintenant, on va passer à la deuxième partie qui va être la partie magie. Alors, je vais ouvrir Paint. Là, je vais faire les dessins à la souris, donc ça va pas être beau. Voilà, très très beau. Mais voilà, au moins ce sera parfait pour vous expliquer le système de magie. Alors, il faut savoir que du coup, la magie, c'est pas un bordel, mais en gros, c'est assez simple à expliquer, enfin à comprendre. Voilà. C'est en gros, il y a deux façons, on va dire, majeures de pratiquer la magie. Soit vous utilisez des bâtons de magie, ou soit vous utilisez littéralement du coup votre magie qui est avec vous, avec vos mains, avec votre corps, pour du coup l'utiliser. Comme j'avais dit la dernière fois, surtout en parlant d'hyper, chez chaque individu il y a de la magie, il y a certaines personnes qui ont plus de magie innée en eux, dans le sens où ils ont un plus grand récepteur de magie, quoi. Ils ont une plus grande capacité à engamasiner la magie, et du coup aussi certains du coup à la faire à la ressortir. Et il y en a certains du coup ils ont le truc de des fois ils peuvent beaucoup en emmagasiner mais pas forcément la ressortir, le contraire, et des fois il y a des gens ils arrivent à faire les deux très bien, et des fois il y en a certains qui arrivent à pas faire les deux du tout, alors que pourtant la magie ça circule, tu vois, mais ils la gardent pour eux, on va dire. Et du coup ces choses là ça s'apprend, c'est à dire que même si de base tu sais pas manier la magie, tu sais pas la faire sortir, tu sais pas la emmagasiner, c'est des choses qui s'apprennent. Mais du coup, pour certaines personnes qui ont soit pas envie, par flemme, ou par d'autres motifs comme ils n'ont pas forcément, parce que des fois ça peut toucher un peu à ta santé, tout ça, c'est un peu, des fois, c'est comme tu as des contacts, ici, du coup t'es pas résistant, comme je vous ai dit, puisque de façon en fait, la capacité d'emmagasiner la magie, c'est aussi ta résistance à la magie. Donc bon, il y a certaines personnes où ça peut vraiment pas passer. Il y a les bâtons. Effectivement, les bâtons, c'est plus simple. On va d'abord parler des bâtons, puisque c'est ce qu'il y a de plus tout con à comprendre. Alors, il y a deux types de bâtons. Alors, comme je crois que j'avais dit, quand même, les bâtons doivent être faits donc dans une matière quand même qui interagisse bien avec la magie. Si vous avez du coup des bâtons, on va dire d'un morceau, ça du coup être dans un bois ou une matière du coup qui emmagasine bien la magie. Et du coup, le truc c'est que il va être donc rempli de magie, il va être surchargé, il va avoir été fait normalement dans une matière, si c'est pas un truc cheap, qui du coup en a assez, et qui du coup est quand même pas trop chiant à faire ressortir. Mais il est aussi possible, mais du coup, il est aussi possible du coup d'avoir des bâtons très bien et des bâtons médiocres. Mais du coup, le fait c'est que quand ces bâtons-là sont utilisés, ils sont utilisés, ils sont usés. Alors tu peux les recharger, c'est simple, mais le truc étant que dans un bâton, on va dire pour les plus communs, tu as un seul sort en fait d'enregistrer dedans. T'en as qu'un seul. Ce qui fait que c'est bien, mais enfin genre si tu vends, genre à moins que t'as un bâton, imaginons, et que ton bâton, puisque du coup ça a quand même une grande chance, genre t'as plein d'utilisations avec ton bâton, tu peux, avant que vraiment que la magie s'épuise dedans. Mais du coup par exemple si tu l'utilises un peu comme arme de défense, genre pour balancer des petites étincelles à la con quand tu te balades dans les webs ou des trucs comme ça, je sais pas. À la limite oui, mais pour quelqu'un qui veut vraiment faire des trucs avec ou du combat ou manier plusieurs éléments, tu vas pas te trimballer avec 20 bâtons dans ton dos, ça va être chiant. Dans ce cas-là, ce qu'il y a de mieux, un peu plus coûteux, ce sont les bâtons rechargeables. Alors, le manche va normalement... Oula, c'est terrible. Le manche normalement va aussi être fait d'une matière normalement qui est plutôt cool avec la magie, logique. Et en fait, on va avoir des cristaux de magie.
voilà, qui sont à peu près à ça pour la plupart. C'est un peu l'idée que vous pouvez vous faire d'un cristal. Hein. Des cristaux de magie qui du coup, eux, en gros, ont un sort enregistré avec du coup de la magie aussi dedans, pour du coup faire fonctionner le sort. Ces cristaux du coup peuvent être faits de plusieurs... il y a plusieurs types de cristaux différents. Le type du cristaux change juste en fait la durabilité du cristal et en gros on va dire sa précision. Voilà, donc des fois encore une fois tu peux avoir des cristaux cheap et des cristaux cool, et des fois des très forts et tout. Et en fait c'est que pareil comme dans un bâton, le cristal lui a un sort d'enregistré dedans. T'en as qu'un et tout, mais du coup t'as un sort enregistré dedans. Mais du coup c'est quand même plus pratique, c'est-à-dire que un mage peut du coup avoir sa sacoche avec plein de cristaux différents, et du coup à chaque fois que tu veux changer de sort, bah juste tu enlèves ton cristal, tu prends celui que tu as besoin et tu le mets et tac, t'as ta magie quoi. Enfin tu peux faire ton truc. Donc ça c'est vachement pratique. C'est vachement pratique, c'est beaucoup plus pratique de se balader avec 20 trucs comme ça. Mais voilà, du coup ça s'épuise plus vite, tout ça, et il faut quand même bien connaître ces cristaux, tout ça. Dans l'univers, tu peux toi-même créer tes cristaux si t'es assez fort, si t'es assez puissant, si t'es assez fort, si t'as assez de savoir. Et tu peux même créer des bâtons tout court. Tes cristaux, du coup, tu peux les recharger un peu de la même façon, de façon un peu aléatoire. De toute façon, recharger de la magie, c'est simple. Tu trouves un puits de magie, qui est un endroit où il y a de la magie qui s'en dégage. Tu fous le truc dedans, t'attends et c'est rechargé. T'as des façons un peu plus, on va dire, académiques de faire ça. T'as je vous avais parlé que sur Hyper, il y a des petits, du coup, des sortes de petits trous de magie, petits comme très grands à la taille d'une grotte. Et du coup, en gros, la pierre qui en dégage, en gros, est littéralement une pierre qui, du coup, est ultra condensée de magie. Et du coup, en gros, ce que font surtout les académiciens, ou les gens qui pratiquent la magie, les mages indépendants, tout ça, c'est qu'ils prennent des petits bouts, ils les taillent en disques, ils les mettent, en gros, dans une machine, qui est en gros juste une sorte de réceptacle qui ressemble à peu près à ça, si je veux le dessiner. Voilà, genre là tu mets ton disque, et ici en gros t'as un truc qui tient ton cristal quoi. Et du coup juste en fait le contact avec le cristal suffit à ce que du coup le cristal pompe. Alors bien sûr ça marche comme une pile, du coup faut que tu aies le bon sens du cristal qui soit contre la pierre pour que ça absorbe, sinon bah, ça va rien faire en fait. Voilà, genre le cristal va essayer de se vider ce qu'il n'a pas dans la pierre. Et voilà. Alors, il existe plein de façons, il existe plein d'endroits de magie où elle est plus ou moins forte et tout, mais celle-là, en fait, c'est vraiment, genre, elle est plutôt bien, parce que du coup, il y a quand même une concentration de magie dans ces cailloux assez forte, et c'est genre vraiment pas mal, et en plus, sur Hyper, bah, t'en as un peu partout dès que tu te balades vraiment bien dans l'est d'Hyper. Donc vraiment, c'est pas mal, quoi, c'est genre vraiment, c'est pas compliqué d'accès, même ces petits trucs... tu peux même toi-même te le faire tenir avec un bout de bois et tout, c'est juste ça, c'est la version officielle quoi. Là c'est un vieux dessin moche, mais vous avez compris, les vrais socles sont... Normalement tu les retrouves dans les académies ou chez les gens qui ont vraiment dépensé de la thune pour ça. Mais tu peux très bien juste prendre ton caillou, le foutre dans le trou et attendre un peu et tout. Mais voilà. Alors faut quand même faire gaffe, parce que du coup, plus tu le mets dans un endroit où il y a beaucoup de magie, plus du coup la concentration va être forte. Et si ta pierre est du coup pas de très bonne qualité, si ton cristal est pas de très bonne qualité, il peut tout simplement exploser, il peut péter. Voilà, on a eu trop, paf, il pète. Donc la caillou, ça fait que ça pompe gentiment, petit à petit, euh, voilà. Et normalement le socle du coup, après un truc qui est bien, c'est que les disques et les socles sont designés pour que du coup, bah, la dose qu'il y a dans ce disque préfet soit pile celle qu'il faut pour recharger une gemme, enfin un cristal. Du coup, ce qui fait que bah, au moins tu te casses pas la tête de dire ouais, mais là il y en a peut-être trop machin. Au moins là tu sais que ça a une utilisation, c'est pile ce qu'il faut pour un cristal, tu le mets, voilà, t'attends et bam, t'as ton truc. Voilà. Parce que si tu fais ça un peu à la Wallogen, bah t'as des risques que tu pètes ton truc et là tu pleures. Parce que bon, c'est pas non plus gratuit les cristaux, et comme je vous ai expliqué, t'en as des bons et des mauvais, et les bons, bah ils coûtent cher, et ils peuvent très bien péter aussi si tu l'utilises comme un con. Donc voilà, pour ce qui est des bâtons, on va enlever tout ça. On enlève tout. J'aurais plus rien voir. Ensuite, du coup, on a la magie juste faite avec les mains. Et ça, en fait, c'est que la magie dans mon univers, en fait, elle marche de façon, en fait, qu'un élément
En fait, un sort, c'est une suite d'éléments que tu vas créer avec, par exemple, un de tes doigts. Techniquement, tu peux le faire avec n'importe quel bout de tes corps, mais en fait, les doigts sont vachement utiles, dans le sens où bah, ça marche, vu que c'est une sorte d'appendice qui du coup projette et du coup arrive à centrer un jet, un sort, ça fait que du coup bah ça permet en fait de mieux canaliser en fait ça permet en fait que le sort que tu vas utiliser, que l'élément que tu vas faire sortir soit plus précis. Et en gros, euh, par exemple du coup, pour créer du feu, tu vas genre avoir le pouce qui va genre créer le gaz, et du coup tu vas avoir un des doigts, lui qui va créer du coup une étincelle, et du coup ce qui fait que tu vas avoir, tant que ça marche, tu vas avoir un feu constant, par exemple. Après, si tu veux un feu vraiment constant avec de la matière, tu vas rajouter du coup de la roche qui va bientôt, ou du charbon qui va du coup essayer de maintenir ça, et tu peux du coup utiliser après euh, un souffle. Voilà, tu crées avec un autre doigt un souffle qui lui du coup va te permettre d'éjecter cette boule de feu. Et c'est-à-dire qu'avec 4 de tes doigts, après du coup c'est vachement technique puisque du coup bah faut que tu gères bien la dose que tu mets, faut bien gérer à quel moment tu le mets, dans quel ordre, tout ça. Et après du coup il y a une façon après du coup c'est-à-dire que qu'au moment où tu vas éjecter, c'est-à-dire qu'il faudra que tu aies assez concentré tes 3 premiers là que je viens de citer pour que du coup il y a matière. Et après, il faut que tu les arrêtes pour du coup utiliser ta lancée, quoi. Voilà, parce que du coup, si tu oublies un moment de lancer, mais du coup, si à un moment par exemple tu fais telle étape et que tu as oublié d'arrêter celle-là, bah ça peut créer un dysfonctionnement et tu peux te cramer la gueule ou tu peux faire que ton truc qui va pas marcher et tout. Et bah, du coup, en combat par exemple, si tu veux balancer une boule de feu et qu'en fait tu te crames toi ou que ton truc il fait un vieux pétard mouillé, bah t'es bien dans la merde, surtout que bah du coup. Genre, c'est quand même de l'effort de créer ce genre de sort. C'est quand même de l'effort, c'est quand même de la magie. C'est, enfin voilà, c'est pas non plus quelque chose que tu as en illimité. Voilà. Bien sûr, plus tu es un mage, un magicien expérimenté, plus tu as de facilité avec ça, plus ça va être simple. Mais techniquement, en fait, techniquement, c'est mieux que les bâtons, parce que littéralement, tu peux créer ce que en fait, dès que tu connais un élément, et dès que tu connais une combine, un combo littéralement, bah tu peux créer tout ce que tu veux. Tant que tu sais comment créer l'élément, tant que tu sais comment faire, tant que tu as assez de magie et que tu es à l'aise et tout, tu peux créer ce que tu veux, tu t'en fous. C'est incroyable. Mais le truc, c'est que voilà, après, il faut savoir faire. Faut avoir la magie pour, faut avoir les connaissances pour, faut avoir l'entraînement pour. C'est pour ça que bah, des fois, un bâton, bah, t'es en mode oui, bon, bah, je me trimballe un bâton avec 46 cristaux, mais au moins, je suis pratiquement sûr qu'il va pas me péter dans les doigts, tu vois. Les défauts de fabrication, ça existe, hein, même en magie. Mais voilà, par exemple. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est bien maîtrisé, bah, littéralement, tu peux créer ce que tu veux. Et, euh, et voilà. Et c'est surtout ce qu'apprennent du coup dans l'académie de Victu, comme on avait vu tout à l'heure. Eh bien, tu, 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 tu apprends d'abord bah, du coup à emmagasiner, pour vite fait vous expliquer comment ça fonctionne un peu en académie. D'abord, déjà ils vont voir ton potentiel, ils vont t'apprendre à le développer, tu vas apprendre à emmagasiner et à relâcher, tu vas apprendre théoriquement tout autour de la magie, la matière, qu'est-ce qui emmagasine, comment tu fais ça, comment tu fais ci. Après, tu vas utiliser d'abord des bâtons. Il va être assigné du coup en tant que novice un bâton avec un sort dedans, où en gros tu vas apprendre à le manier, apprendre à, voilà. Et vu que ces bâtons-là, en fait, c'est un peu des bâtons jetables, hein, qui sont pas non plus très, voilà, et que t'as beaucoup du coup quand même de magie dedans, ça fait que du coup les novices peuvent vraiment s'entraîner, même faire de la merde, gâcher de la magie pour rien, c'est pas grave, ils apprennent, tu vois. Et normalement, en fait, au bout d'un moment, quand t'as vidé ton bâton, bah vraiment, du coup, les instructeurs là se disent que c'est le moment de faire apprendre un truc mieux. Du coup, ils te donnent les bâtons rechargeables et du coup, tu as tout un cours théorique. Tu apprends comment créer théoriquement des cristaux et mettre des sorts, mais ça, c'est des trucs que tu peux faire bien plus tard, mais quand même, tu apprends.
Après, tu apprends du coup à les changer, à les faire, tu apprends à les recharger, à prendre soin d'eux. Et après, quand tu as bien appris tout ça, tu apprends du coup les premiers. Du coup, là encore théoriquement, tu apprends plusieurs éléments, pas tous, parce que bah, t'en as plein d'éléments en fait. En fait, un mage très puissant peut même carrément créer un nouvel élément s'il veut. Donc bah, c'est infini quoi. Mais du coup, tu apprends quand même ceux de base qui sont enseignés par l'académie. Et après, tu vas apprendre ne serait-ce pas déjà à faire quoi que ce soit, aucun sort. Tu vas déjà apprendre à les reconnaître et tu vas apprendre surtout à les produire. Parce que du coup, déjà, ne serait-ce que les produire, euh, c'est une chose. Après, les produire, les canaliser pour après, du coup, dans ta main, pour après faire un combo, c'est encore autre chose. Et après, du coup, après tout ça, tu peux apprendre tu peux là apprendre peut-être des premiers sorts très cons de novice, quoi. C'est surtout que Viziri, du coup, vu que du coup, quand même, comme je vous l'avais expliqué, bah, la magie, c'est pas encore quelque chose non plus de extrêmement bien vu. C'est bien démocratisé, mais bon, il y a des choses qui sont interdites un peu partout. Mais par exemple, genre les sorts destructeurs, tout ça, c'est vachement mal vu. Les sorts d'illusion, c'est vachement mal vu. Donc ça va surtout être de la guérison en fait que tu vas apprendre ou de l'élémentaire, de l'altération. Du coup là, ils vont t'apprendre à créer de la fumée, à créer de l'eau, à créer des cailloux, ou en tout cas pas vraiment à les créer, puisque vraiment littéralement tu peux pas créer un caillou en fait avec tes doigts. Tu t'en doutes bien, mais de l'eau en fait. Par contre, des fluides, tu peux les créer plus déjà avec ta magie. Mais en fait, c'est quand tu crées de l'eau ou du feu en fait, tu vas pas le sortir de ton doigt littéralement, en fait c'est la magie que tu dégages, bah, en fait, pour bien expliquer quand même, c'est littéralement quelqu'un va pas créer de l'eau avec son wad, hein. C'est genre, par rapport à ton environnement et par rapport à ce qu'il y a dans l'air, en fait, tu vas récolter littéralement les atomes tout autour de toi, grâce à ta magie et grâce à ce que tu as appris, pour du coup prendre les atomes d'eau, littéralement, et les condenser au bout de ton doigt ou dans le creux de ta main. C'est pareil avec le gaz, c'est pareil avec tous les éléments. Et en fait, ils vont plutôt t'apprendre, par exemple, bah, si tu as un petit tas de cailloux, à les déplacer, ou à les contrôler, ou tout ça. Pareil, du coup, si tu as de l'eau juste à côté de toi, bah, c'est plus simple du coup d'apprendre voilà. Par exemple, bah, ceux qui apprennent à gérer l'eau, avec leurs mains, bah littéralement ils ont un seau d'eau devant eux pour faire voilà, ils vont pas leur demander, tu vas pas demander à un novice littéralement, concentre-toi, prends les micro-atomes tout autour de toi d'eau qu'il y a et vas-y, concentre-toi assez pour créer une flaque, tu vois. C'est pas possible, il y a un seau d'eau, déjà s'ils arrivent à faire bouger de l'eau, c'est bien. Et du coup, bah déjà c'est ça. Donc souvent bah les gens qui apprennent souvent ont une flasque avec les éléments qu'ils veulent maîtriser avec eux. Après, il y a certains trucs comme le gaz, tout ça, la fumée, bah, c'est des choses normalement un peu plus simples. L'air, tout simplement, l'air, c'est un des trucs les plus simples à manier. Littéralement, tu peux faire un courant d'air, tu peux pousser des objets. T'as toujours des niveaux, hein. T'as quelqu'un qui peut te faire un Fusroda avec la main, comme t'as juste quelqu'un qui va faire tomber ta feuille. C'est des niveaux d'apprentissage et d'expérience. Mais en tout cas, voilà. Voilà pour ce qui est de la magie. Grosso merdo dans tout ça. Oui, voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Je vais enlever mon truc qui a 4 doigts là. On va enlever ça. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Pour l'instant, du coup, pour ce live, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je voulais vraiment vous parler des personnages du coup et de la magie. J'en avais déjà un peu parlé, mais là je voulais vraiment expliquer, un peu vous parler de Viziri. Ça m'a permis en vrai de vous parler du coup, de reparler de quelques trucs, refaire un rappel, de vous parler un peu plus de Hornbeak, vous parler donc des personnages encore une fois, vous parler un peu plus du Viziri, de la magie un peu plus en détail. Ça m'a vraiment, ça me fait plaisir à chaque fois de vous partager tout ça. Et du coup, j'espère que ça a pu vous amener quelques, quelques, quelques spécificités que vous n'aviez pas, que du coup vous n'aviez pas, et que ça vous a plu. Je vais vous noter du coup là, ici, je vous marque mon Insta pour ceux qui veulent. Tac. Ça, du coup, je vais vous filer. Ouais, si j'y arrive. Et merde. Le plus important. Pourquoi je n'arrive pas à écrire?
Bizarre un peu. Tac tac tac. Non. Je vais vous filer. Non mais wesh. Pourquoi le texte il bug une fois sur deux, je comprends pas. Je comprends pas. Ah. Pourquoi je peux pas. Excuse-moi, je perds du temps. Oui, oui, le texte. Oui, le texte, ça existe. Là, je vais vous mettre Insta BD. J'ai fait une grosse faute à un moment. Sinon, je vois même pas ce que j'écris. Street Kingdoms, si c'est bon. Voilà. Et du coup, la chaîne YouTube, c'est la même chose que. Alors. Non, autant pour moi. C'est. Ah, si, non, mais qu'est-ce que je dis? Je confonds tous mes pseudos, c'est terrible. Enfin, tous mes. Alors que c'est la même chose. Hein. Du coup, YouTube, c'est la même chose. Voilà. Je vais bouger ma grosse tête, parce que du coup, vous voyez pas. Du coup, voilà. Du coup, voilà pour ce qui est de ce live. En vrai, ça a duré un peu plus d'1 heure, donc c'est pas plus mal. Il y aura beaucoup plus de choses qui vont venir dans les jours à venir. Il y aura peut-être du coup un deuxième live BD, enfin lore en général, dans pas longtemps. Je vous ferai un peu plus de lecture la prochaine fois. Il y aura de nouveaux supports visuels beaucoup plus travaillés. En attendant, il y aura du coup beaucoup plus de visuels et beaucoup plus de choses aussi du coup sur le compte Street Kingdom. Donc je vous invite vraiment à aller voir déjà ce qu'il y a et ce qu'il va y avoir. Il y aura du coup mercredi pour sûr le live RPG Maker. Et de toute façon, par rapport aux lives et tout qui ont rapport avec Street Kingdom ou mon univers, je vous donnerai des fois des petites news, il n'y a pas de souci, je vous tiens au courant. Sur ce, j'espère que vous excuserez mon éloquence absolument pitoyable. Je vous fais des bisous, je vous dis à toutes, à très vite. Sur ce, restez créatifs.